On va tout de suite commencer un temps fort qui est une table ronde sur les enjeux, les étapes clés d'un projet BIM pour la maîtrise d'ouvrage. Mais vous allez le voir, on ne va pas donner la parole uniquement à des maîtres d'ouvrage. Je vais appeler pour cela à me rejoindre sur scène Jean-Luc Leguet, qui est directeur architecture bâtiment de Grand Besançon Métropole. Merci de l'accueillir. Voilà donc un générique général. Là, vous avez vu vraiment le panorama de tous nos intervenants du jour. Alors, on va continuer pour cette table ronde. Donc, après la montée sur scène de Jean-Luc Leguet, je vais appeler à nous rejoindre Oubed Aloui, qui est chef de projet système d'information patrimoniale au Conseil départemental du Doubs. Bienvenue, merci de l'accueillir. Également, pour représenter l'architecture et partager son expérience du BIM, Élie Bouche, architecte et gérant du cabinet d'architecture, l'atelier des Montaines. Merci de l'accueillir également. Bienvenue. Et enfin, Frédéric Larive, vous allez le voir aujourd'hui, on va parler pas mal de compétences, de formation. On en a déjà parlé un peu en introduction. Frédéric Larive, qui est directeur de l'ICTIC, l'Institut de promotion de l'ingénierie et du conseil. Alors, une table ronde aujourd'hui sur une thématique bien précise, mais vous allez voir qu'il va ouvrir le champ sur pas mal de réflexions. Encore une fois, n'oubliez pas, à distance ou ici dans la salle, de préparer vos questions. Exploitation, conception, maintenance, réalisation, exécution. Quand on parle du BIM, on envisage souvent un processus qui peut accompagner un projet sur tout son cycle de vie, qui va rassembler des acteurs, des compétences très différentes, très complémentaires, qu'on retrouve déjà aujourd'hui sur des opérations de construction, de réhabilitation, mais qui ont à travailler autrement. Logiquement, le BIM, la promesse du BIM, c'est d'optimiser des étapes, de travailler plus ensemble, d'être un peu plus en mode interface, etc., d'échanger des écosystèmes de données, de les partager, de les faire vivre ensemble. Mais entre la réalité et ce qu'on annonce un peu sur le papier, il y a un grand écart parfois. Par exemple, la plupart des projets aujourd'hui qui sont lancés en conception ne passent pas le stade de l'exécution, et encore moins l'étape de l'exploitation maintenance, une fois que les ouvrages sont réhabilités ou livrés. Pour cela, eh bien, on a voulu répondre à quelques questions aujourd'hui, notamment quelles sont les grandes étapes clés qu'un maître d'ouvrage et ses partenaires doivent intégrer, respecter, quelles sont les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer face au BIM pour un projet. Comment, finalement, surmonter ces difficultés? Quelles sont les clés pour faire en sorte que le BIM soit, pour la maîtrise d'ouvrage et pour l'ensemble des acteurs, et les futurs usagers aussi, une vraie réussite partagée, transversale et efficace. Et pourquoi pas aller jusqu'à rentable. Et donc, pour commencer cette table ronde, on va, dans un premier temps, s'adresser aux maîtres d'ouvrage qui vont un peu nous expliquer dans quel type de démarche ils sont. Un petit tour de table rapide. Jean-Luc Leguet, donc, je le disais, vous êtes directeur architecture et bâtiment à Grand Besançon Métropole. Vous adoptez plutôt une démarche à Grand Besançon Métropole, entre guillemets, empirique, expérimentale, et pas de grand plan sur la comète concernant le BIM. Et en l'occurrence, vous avez lancé un premier projet, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors peut-être déjà pour repréciser un peu l'étendue du patrimoine bisontin, donc on est à la tête d'un patrimoine qui est assez énorme, puisque au niveau de la ville et de la communauté urbaine, ça représente 600 000 m² de surface de plancher. Donc vous imaginez bien qu'on ne s'est pas projeté comme, on va dire, comme si le BIM pouvait être un grand soir. Donc l'idée, c'est plus d'avoir une approche pragmatique et de s'engager dans une opération bien identifiée, plutôt de construction neuve. Et donc c'est ce qu'on avait engagé donc sur un groupe scolaire, donc dans une ZAC. Alors la ZAC doit être revisitée et le groupe scolaire va repartir. Donc peut-être que pour nous c'est une forme de faux départ, mais en tout cas donc on s'engage dans la démarche.
En tout cas, au travers de cet exemple et plus globalement de votre vision et de vos attentes à vous en tant que maître d'ouvrage vis-à-vis du BIM, on aura des enseignements, des témoignages importants, en tout cas des avis intéressants à récolter de votre part. Donc c'est dans les tuyaux, c'est bien ça, mais pas dans le timing qui était prévu initialement. Tout à fait. D'accord, très bien. Oubed Aloui, vous êtes chef de projet donc, des systèmes d'information patrimoniale au conseil départemental du Doubs. Vous êtes aussi architecte de formation, vous y connaissez plutôt bien en BIM, si je pense bien. Et donc, vous allez nous présenter les grandes étapes d'un projet d'envergure qui est en cours au conseil départemental. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapide ? Donc actuellement, je travaille sur un grand projet de mise en place d'un système d'information patrimoniale sur 160 sites. Il y a 160 sites qui sont concernés par ce projet, qui représentent 550 000 m², dans 44 collèges. Donc il y a une grande partie des collèges. Il y a des musées aussi qui sont concernés par ce projet. L'idée, en fait, de mettre en place une approche BIM pour répondre à un besoin aujourd'hui en phase de gestion, exploitation, maintenance. Après, je vais préciser encore. D'accord. Et vous nous expliquerez, là vous êtes en pleine phase de préparation, mais avec un dispositif très poussé, très détaillé, avant d'avancer plus loin dans le projet. C'est intéressant. Et ce qu'on fera avec vous deux qui représentez aujourd'hui la maîtrise d'ouvrage, on vous demandera aussi qu'est-ce que ça a changé chez vous en termes de méthode de travail, qu'est-ce que ça risque de changer demain. Et on va demander aussi aux autres intervenants qui sont à vos côtés sur le BIM, on va leur demander comment eux aussi s'approprient le BIM, qu'est-ce qu'ils attendent aussi peut-être de la maîtrise d'ouvrage et quel est leur rôle dans ce dispositif BIM. Elie Bouche, notamment donc, en tant qu'architecte et gérant du cabinet d'architecture l'Atelier des Montaigne, vous êtes spécialisé dans les constructions bois. Ça, c'est vraiment votre cœur de métier, j'ai envie de dire, votre ADN, un petit peu. Le passif aussi, je pense. Un petit peu, oui. Un petit passif, peu, beaucoup. Et donc, vous utilisez la maquette BIM depuis longtemps. Vous m'avez dit pendant les préparations. Et vous avez un rapport particulier au BIM, notamment suite à la participation à un projet particulier, le BIM Game. Ça m'a interpellé quand on a eu nos premiers échanges. Est-ce que vous rapidement nous expliquer en quoi le BIM Game finalement vous a à un moment donné apporté un éclairage spécifique sur le BIM? C'est quoi le BIM Game? Alors le BIM Game, d'abord j'en suis pas du tout l'auteur, j'ai raccordé le projet qui était institutionnalisé par Besançon, et par le rectorat de Besançon, et en fait c'était mettre en concours des jeunes et de les faire travailler de manière collaborative. Alors l'idée était vraiment très bonne, excellente, parce qu'elle était formatrice avant tout. C'était le terrain idéal pour comprendre le travail collaboratif, le travail en équipe. Il se situait toujours dans le même lieu, mais on faisait exprès de diversifier, d'ouvrir, d'éclater l'équipe pour qu'il y ait quand même cette corrélation et ces allers-retours éloignés, entre guillemets. Et le seul défaut que j'ai pu en retirer, c'est qu'en fait, au bout du compte, ce qui était jugé, c'était le projet, et l'aspect collaboratif était laissé trop de côté, à mon sens. D'accord. En restant à mon sens. On va en reparler du collaboratif. Julien Mercier, on a déjà fait connaissance avec vous au travers de votre rôle au sein de la Fédération Sinov. Bon, vous êtes aussi fondateur et dirigeant d'un bureau d'études qui s'appelle Impact. Donc vous faites de l'AMO BIM, du conseil en BIM management également. Alors si un des micros fonctionne pas, jouez la collaborative. On va la jouer collective, en meute. Donc c'est ce point de vue-là qui va nous intéresser au travers de votre témoignage lors de cette table ronde, parce que vous êtes un peu en interface régulière entre des maîtres d'ouvrage et d'autres intervenants. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir votre vision un peu sur le niveau de maturité, d'avancement et les différentes pratiques finalement que vous pouvez observer au quotidien sur les différentes opérations que vous suivez. Effectivement, ce qui a été dit est intéressant, et ce que je connais les deux côtés, entre Besançon et le conseil départemental 25, c'est que le Doubs, c'est que si je fais un retour en arrière rapide du BIM qui est apparu, on va dire, en 2014, enfin il était là bien avant, mais je parle du PTNB, plan BIM, plan de transition bâtiment numérique. À l'époque, les maîtres d'ouvrage qu'on rencontrait étaient très enthousiastes, la volonté de mettre en œuvre des usages BIM multiples et variés. Alors pour ceux qui se souviennent, il y avait Mediaconstruct qui avait proposé 21 ou 22 usages, qui étaient la 4D, 5D, 6D, etc. etc. Et on était dans une époque un peu d'euphorie et un peu, je dirais, un peu
presque naïve avec le recul, de dire on va mettre ça en place et tout va bien se passer. C'était un peu la baguette magique, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et maintenant, je trouve que, et ce qui a été dit aussi, qui est intéressant, c'est que les gens sont devenus pragmatiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été expérimentées, mises en œuvre. Il y a eu un peu de dégâts, faut le dire, de désillusion, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, les maîtres d'ouvrage, et même côté maîtrise d'œuvre, je trouve qu'on arrive à trouver quelque chose, un équilibre sain entre l'effort et le bénéfice. Et c'est là où, en fait, est tout l'enjeu. C'est quel effort je veux mettre pour en tirer quel bénéfice. D'accord. Et je trouve qu'effectivement, les gens deviennent de plus en plus pragmatiques vis-à-vis du BIM. C'est ce qu'on va mesurer lors de ces échanges. Attention, la barre est placée haut. Frédéric Larive, on va parler, vous allez le constater, pas mal de formations, de besoins en compétences, d'évolution de nouvelles compétences lors de cette table ronde. Le BIM, on le présente souvent comme la maquette numérique, pour résumer. Eh bien, ça va un peu plus loin que de la technique, le BIM, si je comprends bien, en matière de compétences. En quelques mots, avant qu'on développe tout à l'heure. Oui, alors je pense que globalement, on s'est attaché au départ à monter les opérateurs ou les collaborateurs en compétences sur des logiciels. Et je crois que tous les acteurs se sont rapidement rendus compte que le BIM, ce n'est pas l'utilisation de logiciels, ça va au-delà. On a parlé déjà de collaboration, de collaboratif. Je crois que c'est un changement d'organisation, de méthode de travail. C'est intégrer de nouveaux outils. Certes, ça c'est la base. Si on n'a pas les outils, il est difficile d'aller un peu plus loin. Mais la réussite, les succès, c'est autre chose. C'est du travail beaucoup plus construit, beaucoup plus d'échanges. Je peux prendre un exemple que je prends souvent. On a tous vécu le travail à distance imposé il y a peu de temps. Avoir une équipe performante ou gérer un projet de façon optimum à distance, il ne suffit pas de connaître Zoom et Teams pour y arriver. Voilà, je crois que c'est à peu près... Voilà, ça résumera peut-être le volet formation. Et c'est un accompagnement qui va se mettre en place au fil des années. Vous nous expliquerez tout à l'heure quel type de compétences sont attendues aujourd'hui de la part des organismes de formation, peut-être aussi dans la formation initiale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des compétences nouvelles à prendre en compte au-delà des outils, de la technique? On en parlera tout à l'heure. Alors merci, un tour de table déjà très riche. On situe bien quelle est votre relation au BIM et quels sont un peu vos rôles respectifs. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors pour décliner ce sujet, quelles sont les grandes étapes d'un projet BIM, les enjeux, etc. On a pris le parti de découper cela en 3 grands temps dans un projet BIM. Tous les projets ne passent pas par ces étapes-là, mais on a décidé quand même de les découper. Ça vous permettra aussi d'avoir cette lecture un peu vulgarisée, un peu synthétique, et aussi quand même d'avoir si tous les projets évoqués aujourd'hui ne vont pas jusqu'à la dernière étape qu'on va évoquer, au moins vous avez tous un avis à exprimer là-dessus, et c'est ça qui va nous intéresser. La première étape dans un projet BIM, c'est avant de faire ce projet BIM, c'est de définir un projet. Il y a un besoin qui fait qu'à un moment donné, on utilise le BIM. Le BIM, c'est un outil. Un maître d'ouvrage, donc je vais m'adresser dans un premier temps à vous, Oubed Aloui et Jean-Luc Leguet. Un maître d'ouvrage, qu'est-ce qui va générer chez lui, qu'est-ce qui chez vous a généré ce besoin de faire appel au BIM, cette envie peut-être aussi, qu'est-ce qui a généré ça à l'origine, la définition de ce projet et comment vous vous y êtes pris au démarrage avant de lancer tout projet, par exemple sous forme de cahier des charges. Donc la première étape, de la genèse à la définition d'un projet BIM. Jean-Luc Leguet, par exemple, chez vous, ce projet que vous évoquiez tout à l'heure de groupe scolaire, c'est venu de quoi et qu'est-ce que ça a mis en mouvement chez vous au département, chez Grand Besançon Métropole, pardon. Mais peut-être déjà effectivement sentir qu'il y a une opportunité. On a beaucoup parlé de transition déjà. Bon, clairement, moi l'image que j'en ai, c'est que le BIM, c'est le passage, on va dire, de la table à dessin à la CAO-DAO, mais dans le 21e siècle. Et donc, cette volonté déjà, peut-être d'une part, de ne pas louper un train qui a déjà commencé à partir. Et puis, moi, j'y vois aussi et surtout une opportunité d'efficacité, voire même d'efficience, dans un monde où le bâtiment est encore, de mon point de vue, peut-être encore un peu trop à l'état de prototype, puisque à chaque nouvelle opération, on réinvente la roue et trop souvent, on repart de zéro. Donc là, d'avoir un processus, quelque part, qui va nécessiter tout le travail collaboratif qu'on évoquera tout à l'heure, mais pour moi, c'est aussi une forme d'assurance dans le fait d'avoir tous les interlocuteurs de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des assistants à maîtrise d'ouvrage qui vont bosser sur un seul et même outil, une seule et même maquette. Donc voilà.
Donc ça, c'est l'envie, la motivation de départ. Vous partez du constat qu'aujourd'hui, en termes de transversalité, de collaboration, de coopération entre les acteurs, on en est encore loin encore aujourd'hui. Vous le voyez, vous, en tant que maître d'ouvrage? Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils de communication qui sont démultipliés, mais je trouve qu'on a de plus en plus de mal à communiquer autour d'une même opération. On en parlait encore tout à l'heure. Je pense que 20 ans en arrière, notamment sur les phases d'initiation de projet, les gens prenaient encore le temps d'échanger, de communiquer. Aujourd'hui, chaque minute est comptée et donc chacun est dans son économie de moyens, à son niveau, dans ses petites bulles. Donc comment est-ce qu'on casse pour moi, ce qui est plutôt quelque chose de pernicieux, puisqu'on a quand même tous vocation à construire ensemble un seul et même ouvrage. Donc là aussi, moi je pense que c'est une opportunité forte. Alors concrètement, quelles ont été les premières étapes que vous avez franchies, passées pour ce projet de groupe scolaire que vous avez évoqué en introduction? Concrètement, est-ce qu'il y a eu des phases déjà un peu logiques pour vous, incontournables, avant de lancer un marché ou quoi que ce soit? Alors là, actuellement, on est en train de travailler sur une charte, en interne de la collectivité, alors qui mobilise un certain nombre de collaborateurs des services techniques et également notre direction des systèmes d'information, donc pour qu'on partage les enjeux, les objectifs. Également, ça touche à tout ce qui va être entretien et maintenance, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, mais on se projette bien évidemment quand même sur la finalité. C'est pas une maquette pour se faire plaisir, construire, et puis une fois qu'on a coupé le ruban, on peut la mettre à la poubelle. L'idée, c'est vraiment qu'elle puisse perdurer. Donc comment on se donne les moyens d'y parvenir. Donc là, on en est vraiment à cette étape-là. Et après, dans la conduite de projet, on imagine bien évidemment différents interlocuteurs impliqués tant dans la maîtrise d'œuvre que peut-être dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour arriver à nos fins. Voilà. Merci. Alors, on reviendra avec Julien tout à l'heure sur cette notion de charte BIM. C'est quelque chose, une étape importante, en tout cas pour un maître d'ouvrage. On y reviendra après. Mais d'abord, Oubed Aloui, pour vous, le projet de créer ce système d'information, de gestion patrimoniale sur ce grand parc que vous évoquiez tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a amené au BIM finalement? C'était un choix de départ ou c'est un processus, et quel est-il? D'accord. Je vais présenter surtout les premières étapes du projet sur la phase expression des besoins. Ce qu'on a fait, on a commencé d'abord par le cadrage du besoin, le cadrage aussi de nombre d'acteurs qui sont concernés par ce projet. Au sein du département, donc, on a beaucoup de directions qui sont concernées, comme la direction de l'éducation du sport pour la gestion, pour toute la partie gestion des collèges, la direction du patrimoine de la logistique aussi pour la gestion du patrimoine bâti. On a d'autres directions aussi qui sont concernées, comme la direction des finances et de l'achat pour la gestion des immobilisations, la direction aussi de modernisation de l'action publique pour la gestion des assurances. Donc on a commencé par un premier travail pour bien cadrer le périmètre du projet en termes d'acteurs. Puis aussi il y a un travail sur les processus qui sont concernés par ce projet. Donc on parle de la maintenance corrective, on parle de la maintenance préventive, on parle de la gestion des contrats. Maintenance préventive. Pour expliquer, en fait, par rapport à la maquette, la maintenance corrective consiste à lancer des demandes d'intervention directement à partir de la maquette, en sélectionnant des objets dans la maquette et lancer une demande d'intervention. Et la maintenance préventive d'associer des actions avec une certaine périodicité à des éléments de la maquette, rattacher directement des actions de maintenance ou du diagnostic à faire. D'accord. On se sert de la maquette pour intervenir directement sur l'ouvrage, en tout cas. D'accord. Tout à fait. D'accord. Et ça, c'est au niveau de la procédure. Désolé, je ne sais pas si quelqu'un a une burette d'huile dans la salle pour le tabouret d'Oubed Aloui. Je suis vraiment navré pour vous. Peut-être rester comme ça. Ouais, peut-être en posant un pied. Alors peut-être en restant appuyé dessus, mais en posant les pieds par terre, vous serez quand même un peu plus à l'aise. Voilà. Comme ça, vous dominez le débat, comme on dit. Donc il y a une première partie. Définition des besoins, des acteurs, des processus. Après, on a commencé à chercher une réponse, à apporter une réponse à ce besoin. Donc, ce qu'on a identifié, il y a deux éléments importants, il y a deux composantes. Il y a le référentiel patrimonial, le référentiel qu'on va mettre en place, et puis aussi il y a les briques fonctionnelles qu'on va avoir dans l'outil qui va nous permettre de gérer ce patrimoine. Donc, il y a deux composantes importantes. Quand on parle d'un référentiel, la particularité de notre référentiel au sein du conseil départemental du Doubs, c'est un référentiel alphanumérique, mais aussi un référentiel graphique. C'est-à-dire on a besoin de regrouper toutes les informations graphiques et aussi les informations numériques. Donc des chiffres, des lettres d'un côté. Et en même temps des plans, des ou des plans, maquettes, de la visualisation. Tout à fait.
Et puis, il y a la deuxième composante concernant le brique fonctionnel qu'on va avoir dans l'outil qui va nous permettre de gérer ce patrimoine. Donc là, on parle de deux sujets qui sont importants. On parle du sujet des fonctionnalités qu'on va demander dans l'outil, des briques fonctionnelles qu'on va avoir dans l'outil. Un exemple de fonctionnalité permet de gérer, par exemple, les contrats, avoir un module gestion locative ou avoir un module gestion d'inventaire. Donc, toutes les briques fonctionnelles, on parle du cas d'usage BIM, si on veut parler selon le langage BIM. Et puis, il y a la partie aussi qui est importante, ça concerne l'interopérabilité, l'interfaçage. Donc, les relations que l'outil BIM va avoir avec l'ensemble de nos outils existants. Alors ça, en interne, aujourd'hui, déjà, est-ce que les différents outils que vous utilisez, c'est intéressant. On entend souvent parler de l'interopérabilité entre les différents intervenants d'un chantier, mais qui ne sont pas de la même unité. En interne, chez vous, ça se passe comment? C'est plutôt déjà bien en place? Là, c'est l'interopérabilité qui concerne la phase gestion, exploitation et maintenance. Donc, ce qu'on a identifié aujourd'hui par rapport à ce volet, on a identifié 4 outils. Il y a l'outil Astre qui permet de gérer le volet financier. C'est-à-dire comment penser à un outil demain qui sera interfacé avec notre outil de gestion financière pour récupérer les informations financières. Aussi interfacer l'outil qu'on va mettre en place avec nos outils de gestion des ressources humaines pour pouvoir localiser les agents dans les pièces. Et puis l'outil aussi de système qui permet de gérer surtout le volet concernant les informations sur les passerelles. Système d'information géographique. SIG, comme on Tout à fait. Ouais, on résume on a à Esri aujourd'hui l'idée de réduire le nombre d'informations à gérer dans la maquette pour pouvoir, aller chercher ces informations dans le système d'information géographique. D'accord. Donc par rapport à ces composantes-là, ce qu'on a identifié comme volet important pour pouvoir avancer sur ce projet, il y a d'abord le niveau de granularité, ça concerne surtout le référentiel patrimonial qu'on va mettre en place. Alors, la granularité, expliquez-nous. On l'utilise beaucoup en ce moment, ce mot. Le niveau de détail, c'est ça qu'on va apporter Il y a deux aspects, il y a deux volets qui sont importants. Il y a le niveau de représentation graphique, c'est-à-dire comment on va représenter nos plans ou nos maquettes. Et puis aussi, il y a le niveau d'information, c'est-à-dire par rapport à chaque élément d'une maquette, on va associer quelle information pour répondre à quel besoin. D'accord, donc un plancher, tout à fait. Comment dire, de la résistance des matériaux, de l'épaisseur. Par exemple, d'une chaudière, on aura besoin de quelle information pour le pôle entretien-maintenance, par exemple, la date de maintenance, l'état de vétusté. Et tout ça disponible directement via la maquette. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Et donc, comment on a réfléchi quelques secondes encore pour qu'on puisse enchaîner avec... D'accord. Oui, merci. Ok. Non mais allez-y. Ok, je continue. Par rapport au référentiel, donc il y a 4 composantes qui sont importantes quand on parle de référentiel patrimonial. Il y a les données qu'on doit définir ensemble, les données qui doivent répondre à notre besoin. Il y a aussi l'arborescence, parce que ces données vont porter sur un bâtiment, sur un patrimoine, donc il faut bien décomposer le bâtiment. On a le site, on a le bâtiment, on a les pièces, on a les zones. Après, il y a un troisième élément aussi qui est très important, la pérennité. Il faut penser à la pérennité, parce que quand on a fait le benchmark avec, on a échangé avec les collectivités, on a compris aussi que parmi les soucis aujourd'hui, il y a aussi ce souci de format propriétaire. On ne peut pas des fois exporter nos données, les exploiter dans les bons formats. Donc on pense aussi orienter la solution vers des normes. Donc il y a ce troisième élément. Et puis le quatrième élément, c'est aussi donc l'interaction entre la géométrie et les données. C'est-à-dire avoir un seul système, quand on va changer les données, on a la géométrie qui change, et quand on change la géométrie, on a les données qui changent. Donc aujourd'hui, l'approche qu'on a choisie pour répondre à ces 4 volets, c'est une approche BIM, parce qu'on sait bien, dans le BIM, on a une maquette numérique bien décomposée selon une répartition spatiale qui correspond à notre besoin, site, zone, bâtiment. Donc finalement, si je résume, c'est tous ces besoins que vous avez sourcés, ces fonctionnalités que vous avez fait émerger de vos échanges en interne, etc. C'est tout ce que vous attendez en termes aussi d'indicateurs financiers, matériaux, etc. C'est tout ça qui vous a amené à dire « Ok, ça sera le BIM ». Vous vous êtes pas dit dès le départ on va faire du BIM et on va voir ce qu'on peut en faire. C'est un peu ça. Donc vous êtes parti des besoins, des objectifs, et puis d'accord, ok. On y reviendra après, parce que c'est pas fini, vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Juste un petit passage par Julien, parce que j'aimerais vous interpeller, Élie Bouche, sur votre vision de maître d'œuvre. On a parlé tout à l'heure de charte BIM. C'est un document, c'est quoi finalement pour un maître d'ouvrage, une charte BIM? C'est important, parce qu'on parle des étapes importantes aujourd'hui, donc... En fait, la charte BIM, concrètement, c'est
justement, ce qui est dit là par rapport au conseil départemental, il y a des exigences qui sont identifiées par le maître d'ouvrage et notamment des objectifs aussi. Là, on parle d'exploitation-maintenance. Et je fais un petit détour par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport effectivement on parle beaucoup de frugalité de la donnée, de côté pragmatique. Et j'ai un copain, je vais le citer, c'est Olivier Selnik, qui nous parlait de BIM égoïste. J'ai beaucoup aimé ce terme-là parce que, comme je le disais au départ, les maîtres d'ouvrage souvent lançaient des projets avec beaucoup d'objectifs BIM qui étaient justement mentionnés dans la charte sur l'amélioration des planifications, etc., etc. Et en fait, ils sont revenus sur vraiment leurs besoins fondamentaux. Et aujourd'hui, il y en a 3, on va dire, mais on va dire 2 principalement. Le premier, c'est tout ce qui concerne la programmation, c'est-à-dire vérifier que le programme est bien conforme, enfin que la maquette répond bien au programme et aux exigences initiales. Il y en a un qui est entre deux eaux, qui apparaît pas tout le temps, c'est la partie communication, gestion de projet, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec des élus ou des tiers, etc., qui est assez simple à mettre en œuvre. Et le dernier, qui est à mon avis le plus important, puisque quand on parlait, souvenez-vous, il y a quelques années, des fameux 20% de gains du BIM, ils étaient essentiellement sur l'exploitation maintenance et surtout la capacité effectivement à mieux gérer les bâtiments et tout, parce qu'aujourd'hui, sur la phase conception-réalisation, on peut dire ce qu'on veut, mais les gains, on les cherche. On va dire, et on entend souvent dire que l'exploitation maintenance, ça représente grosso modo à peu près 80% du coût global d'un sur le cycle de programme. vie, effectivement. Donc c'est là où sont les gains. Donc quand je parle de BIM égoïste, effectivement, c'est maintenant les maîtres d'ouvrage se disent, moi, mon problème, c'est de savoir si la conception du projet correspond bien à mes exigences initiales, de voir si ça communique bien, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se projeter avec les plans 2D, etc. Et surtout, d'avoir une base de données. Et j'insiste aussi sur le fait que l'acronyme BIM, souvent on parle de maquette numérique, mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une base de données. On parle bien de modélisation de la donnée. Alors, information en anglais, mais c'est de la donnée, parce qu'il faut bien faire le distinguo entre de la donnée et de l'information. On en parlera une autre fois. Mais vraiment, c'est vraiment une base de données. Et si je parle de base de données, c'est que si on revient sur la charte, en fait, elle doit décrire quelles sont les données que l'on doit avoir à chaque phase du projet pour pouvoir les exploiter et en tirer des usages, dont l'exploitation maintenance. Et je pense que quand on parle de ça, côté maîtrise d'ouvrage, on a 90% des besoins. Alors la charte, ça correspond à toutes les opérations qui seront menées sur un territoire donné, c'est ça? Par et exemple, après, sur une opération, on le verra dans la deuxième partie, on parle de convention. Cahier des charges. Cahier des charges, Enfin, d'accord. En fait, et la si tu veux, convention il y a la charte BIM. J'apprends aussi un peu en même temps. Charte BIM, on va dire que c'est plutôt quelque chose qui est générique sur une collectivité et qui va décrire certains usages. Et sur le cahier des charges, on va décrire peut-être... souvent, le cahier des charges a moins d'exigences que la charte parce qu'il va être spécifique. Par exemple, là, vous parliez de projet neuf, ça peut être une réhabilitation où on va demander quelque chose en particulier qui peut être un relevé scan de l'existant et une maquette de l'existant qu'on avait soit identifié dans la charte mais qui n'était pas tout le temps actionné ou qu'on n'avait pas forcément identifié et qui sera spécifié. Et après, la convention, c'est la déclinaison opérationnelle des exigences côté maîtrise d'œuvre. D'accord, on en reparlera peut-être juste après. Justement, maîtrise d'œuvre, Élie Bouche, merci pour la transition, Julien. On l'a vu au travers de ces 2 témoignages, et on pourrait en avoir, je pense, 10 différents, on aurait 10 approches différentes. La définition, la motivation et la manière dont un projet BIM voit le jour finalement, chez la maîtrise d'œuvre, chez les donneurs d'ordre, il y en a plein de différentes finalement. Vous, qu'est-ce que vous observez en tant que maître d'œuvre? Vous êtes un peu l'interlocuteur qui va intervenir juste après cette phase de définition. On n'en est pas encore au stade du marché, là, à ce stade-là, mais c'est un peu une transition. Qu'est-ce que vous observez comme approche chez les maîtres d'ouvrage que vous observez et avec lesquels vous travaillez, évidemment? Et puis, qu'est-ce que ça change pour vous? Quels sont les impacts sur vous du BIM, finalement? D'une approche à l'autre, c'est très contrasté. Alors déjà, moi, j'ai découvert la maquette numérique en 99. On parlait pas de BIM. J'étais déjà un petit peu dans la mouvance élaborée. Et en fait, quand ce terme m'est venu aux oreilles, je me suis un petit peu trompé, c'est-à-dire que je n'y ai attaché que la maquette. D'accord. Voilà. Et il a fallu, et il fallait que je fasse mon parcours moi aussi. Que celui qui n'a pas eu ce réflexe-là se lève au début. Et puis j'ai eu la chance d'être convié dans l'équipe avec l'équipe du rectorat de Besançon pour échanger avec des enseignants-chercheurs, avec des professionnels et avec peut-être un peu trop de monde qui n'était pas sur le terrain. D'accord. Mais qui m'a permis de faire la différence et qui m'a permis justement de prendre ma vraie position
sur l'aspect collaboratif et humain du BIM. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que la maquette était un des nombreux outils du BIM, avant tout. Et sur la notion d'objectif, de définition, avant même qu'on parle de BIM, d'un besoin, d'un objectif finalement, d'une stratégie BIM, pourquoi pas chez un maître d'ouvrage, c'est quoi votre point de vue là-dessus aujourd'hui? Où en est la maîtrise d'ouvrage là-dessus? Alors, moi, à mon sens, tant que on laissera simplement à la maîtrise d'œuvre de s'en occuper, ça ne va pas beaucoup évoluer parce qu'en fait, on va à l'encontre de la commande. Vous dites qu'aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage, globalement, attention, on n'est pas là pour tirer des conclusions spécifiques, mais globalement, vous observez que la maîtrise d'ouvrage n'est pas au rendez-vous sur la fixation d'objectifs. On ne nous demande pas. Donc, la profession n'est pas assez stimulée pour que l'on se mette à cette façon de travailler avec des protocoles et avec une méthode bien spécifique ou des méthodes bien spécifiques mais qui appartiennent à l'équipe. Et le maître d'ouvrage fait partie de l'équipe. Donc, il faut qu'on soit stimulé. C'est exactement le même sujet sur l'environnement. Tant qu'on ne sera pas stimulé fondamentalement, on n'ira pas. Et donc, de toute façon, là, le BIM en soi est d'abord ne peut vivre, on ne peut pas raccorder un projet BIM si la commande n'a pas été faite en BIM. C'est-à-dire qu'il faut déjà que le programme et l'AMO soient collaboratifs dans la réflexion pour que le maître d'œuvre puisse prendre sa place. Alors, de la programmation tout de suite en mode collaboratif, Julien, une réaction assez rapide pour qu'on puisse passer la... Élie, là, je ne partage pas du tout son avis. Du débat, oui. Ouais, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, historiquement, c'est les maîtres d'ouvrage qui ont tiré le BIM, il faut dire les choses. Il y a des bailleurs sociaux, notamment, qui ont beaucoup œuvré, certaines collectivités, etc. Et quand je disais tout à l'heure le BIM égoïste, c'est que maintenant, chacun commence à se mettre un peu dans son coin et qui dit, il se pose la question de savoir qu'est-ce que le BIM doit m'apporter, moi en tant que maître d'ouvrage, ce qu'on disait. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de maîtrise d'œuvre. Et ce que tu dis, Élie, me chagrine un peu, mais c'est mon avis. Après, on va en discuter. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les maîtrises d'œuvre et les entreprises n'ont pas trouvé leur place là-dedans. En gros, c'est si on me demande pas de faire du BIM, je ne vais pas en faire. Parce que tu parlais de stimulant, de stimulation. Et en fait, le problème, c'est qu'effectivement, même une entreprise, pour moi, ou une maîtrise d'œuvre, elle doit y trouver du sens. Parce que au niveau de la collaboration, même si le maître d'ouvrage ne le demande pas, je trouve que c'est intéressant d'utiliser à minima une plateforme, de faire de la coordination 3D, par exemple, avec des maquettes. Enfin, il y a une multitude d'usages qui peuvent être très intéressants sans que le maître d'ouvrage, en fait, ait à goupillonner ou à titiller les maîtrises d'œuvre et les entreprises. C'est mon avis. Vous me disiez aussi, Élie, alors peut-être que vous ne dites pas forcément des choses différentes, parce que vous me disiez aussi que parfois, dans des cahiers des charges que vous recevez, on vous demande de faire du BIM, mais on ne vous dit pas de faire du BIM. Pourquoi? Et pour atteindre quel type de résultat, quel type d'objectif? On vous demande juste, voilà, il faut que ce soit fait en BIM, parce que c'est une tendance, etc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On reçoit... Donc parfois, on vous demande de faire du BIM, mais pas forcément peut-être de la bonne manière. Voilà. En fait, on reçoit exactement le même document qu'il y a 20, 30 et 40 ans, sauf qu'au bout, il est marqué « Faites du BIM ». D'accord. Voilà. Donc c'est là où on a trouvé un terrain d'entente. Apparemment, non, mais on ne peut pas être en désaccord avec Julien de toute façon. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ça ne peut pas être à la maîtrise d'œuvre de tirer une technique ou une autre. Et je vis exactement la même chose avec la conception passive. Tant qu'on me demande pas du passif, je ne peux pas. Et on m'a déjà repoussé hors sujet sur des appels d'offres publics parce que j'ai voulu imposer ou le BIM ou le passif. Alors on a déjà naturellement progressé vers la deuxième partie. Non mais c'est bien, c'est très bien. Finalement tout est fluide. La deuxième partie, finalement, une fois qu'on a abordé la question de la définition, est-ce que j'ai besoin de BIM, pourquoi faire, etc. Eh bien, on va entrer dans une phase un peu de formalisation, finalement, des besoins, des fonctionnalités voulues, ce qu'on va retrouver dans un cahier des charges. Ce cahier des charges qui va permettre de franchir la première étape, qui va être la conception.
Voilà, grosso modo. En général, voilà, je schématise, hein, c'est pas hyper exact ce que je dis, mais voilà, la conception, le cahier des charges. Cette phase-là, je reviens vers vous, Oubed Aloui. Donc tout à l'heure, vous nous avez déjà précisé. J'aimerais avoir aussi un regard après, un retour de Julien, Jean-Luc Leguet, Élie Bouche. On parlera formation juste après avec Frédéric Lahue sur voilà la démarche de préparation très poussée hein, que vous nous décrivez aujourd'hui. Une fois que vous avez défini, et vous n'avez pas fini encore en plus là, vous êtes encore dans la phase amont préparation, mais vous commencez à voir se définir ce qui va être la définition de vos besoins, des commandes que vous allez passer. Ça va se traduire comment? Globalement, le cahier des charges, mais quoi d'autre? Ah, un problème de micro, on va changer. Hop. Il y a 2 cahiers de charges. Oui. Donc au début, on était sur une procédure dialogue compétitif. Donc un seul vis-à-vis qui va assurer tout le travail de numérisation et de la mise en place de l'outil. Là, aujourd'hui, on a réussi à définir le besoin. Donc on va passer par une autre procédure qui va nous permettre de gagner de temps. Donc il y aura 2 cahiers de charges. Un cahier de charge pour la mise en place de l'outil. On va décrire les fonctionnalités attendues. On va décrire les relations que l'outil va avoir avec nos outils existants, parce que ça demande un travail de paramétrage, un grand travail de paramétrage qui va durer presque entre 6 et 8 mois. Donc il y a ce premier cahier de charge où il y a les fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités principales qu'on a identifiées, c'est la capacité de l'outil d'intégrer un référentiel alphanumérique et un référentiel plan dynamique et aussi un référentiel BIM. Pour expliquer ce critère, en fait, nous, aujourd'hui, on a des plans sur papier, on a des plans en format PDF, et on compte aussi modéliser certains bâtiments. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet d'intégrer les différents types de référentiels, en offrant toujours cette interaction entre la géométrie et les données alphanumériques. Et puis, il y a de l'interfaçage, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec les outils qu'on a permettant de gérer les différents volets, soit le volet financier, soit la GED en interne qu'on a aujourd'hui et le système d'information aussi géographique. Après, il y aura aussi une deuxième consultation pour la numérisation du parc immobilier existant aujourd'hui. Donc, dans ce cahier de charge, on va trouver surtout la partie qui concerne le niveau de granularité, le niveau de détail de représentation graphique, le niveau d'information aussi qu'on va demander. Donc aujourd'hui, on a identifié 3 niveaux de détail. Il y a un niveau de détail pour les plans où on n'est pas propriétaire, donc on n'a pas des obligations en matière de gestion. Donc on ne va pas aller au niveau de l'équipement, au niveau de l'ouvrage. Il y aura des maquettes simples ou des plans simples qui vont s'arrêter au niveau de la pièce. On aura un autre niveau plus détaillé, surtout pour les collèges. Donc il y aura des maquettes numériques pour l'ensemble des collèges et on va aller à un niveau de taille très poussé. On va avoir des informations sur les équipements, sur les ouvrages. Et c'est le travail qu'on a fait en interne avec les différents pôles pour définir ces informations-là, soit sur les équipements avec les pôles qui gèrent aussi la maintenance, soit pour les différentes classes IFC, quand on parle de la classe site ou la classe zone, avec les pôles qui gèrent aussi le volet foncier et aussi la gestion immobilière par la gestion des contrats aussi. Excusez-moi, donc là, finalement, la préparation que vous évoquez en première partie et aussi là, la manière dont vous envisagez la déclinaison en cahier des charges, en besoin, en commande, c'est vraiment exprimé au travers de l'interne. Est-ce que chez vous, en interne, ça va nécessiter aussi des évolutions importantes en termes d'organisation? Parce que est-ce que toutes ces directions, ces corps de métier qui sont impliqués directement ou indirectement liés à l'acte de construire, on parlait des financiers aussi, etc., est-ce que ça va générer des modifications dans vos méthodes de travail? Et aussi, vous allez lancer des choses là avec l'externe, là, du coup, avec des prestataires, etc. Quels seront les ingrédients essentiels, vraiment très rapidement, pour vous, pour que ça fonctionne, cette étape-là de... Voilà, on passe la deuxième. Il y a 2 éléments importants dans le projet. Il y a le niveau de granularité, ça c'est le travail en interne qu'on est en train de faire, le niveau d'information, en fonction de la compétence de chaque pôle, de chaque service. Voir les informations qui concernent la gestion immobilière avec le pôle qui gère ce volet-là, voir les informations techniques avec les pôles qui gèrent la maintenance, qui gèrent les travaux, qui gèrent la programmation. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place facilement ou ça va nécessiter de l'accompagnement, de la sensibilisation, de la formation? Est-ce que vous attendez quand même? Juste pour répondre à la première question, parce qu'elle est importante, il y a donc ce volet-là au niveau de granularité, mais il y a aussi un volet important qui concerne les processus.
Donc il y aura aussi de l'optimisation de nos processus de travail, mais il faut bien aussi identifier le processus. Quand on parle de la maintenance préventive, par exemple, on parle de la maintenance corrective, qui lance la demande, qui va résoudre ce problème, qui va partager l'information. Donc il y a un grand travail aussi sur la mise à jour des données, qui va mettre à jour l'information. Donc il y a des flux de travail, il y a des acteurs à définir, il y a des étapes à définir par rapport à chaque workflow. Le BIM, un processus avec plein de processus à l'intérieur, si je comprends bien. Tout à fait. Jean-Luc Leguet, quels enjeux vous voyez vous n'y êtes pas encore arrivé à ce stade-là, ça va venir à un moment donné, hein, le projet est dans les tuyaux, on l'a bien vu. Quels seront pour vous les enjeux dans cette phase importante que sont la conception, la consultation, la formalisation de besoins très concrets vis-à-vis de partenaires demain? Alors sur la conception, moi j'irais directement plutôt sur la mécanique, hein, peut-être. Hein, je serais beaucoup plus basique que mon collègue sur notamment les conflits qu'on peut observer sur on va dire la conception entre l'architecte d'une part et les bureaux d'études au sein des groupements de maîtrise d'œuvre, ou classiquement sur des livrables type avant-projet sommaire ou avant-projet définitif, on est dans le jeu des 7 erreurs, à voir que le bureau d'études est parti des plans architectes, a fait des modifs et donc à rebidouiller les plans de l'architecte. Donc au moins l'avantage de la maquette numérique et du processus, c'est qu'on sait qu'il y a une seule et unique source, et on n'est plus en tant que maître d'ouvrage astreint à regarder ou à identifier justement les loupés, les impasses de la maîtrise d'œuvre. D'accord. Vous parliez aujourd'hui du fait que aussi le fait de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir échanger plus facilement à distance, mais aujourd'hui, il y a encore des contrôleurs qui ne fonctionnent pas du tout avec cette logique-là, cette culture-là. Donc il y a une petite contradiction finalement aujourd'hui sur le marché. Tout le monde n'est pas au même niveau de maturité sur le sujet. Alors peut-être que, on va dire, je vais passer pour un vieux, mais c'est vrai qu'on a encore quand même un certain nombre d'assistants maîtrise d'ouvrage, notamment les contrôleurs techniques, qui en sont à exiger des livrables papier des maîtres d'ouvrage, et donc on envoie des liasses de plans, des liasses de CCTP avisés au format papier, et sur lesquels donc ils émettent des avis suspendus ou défavorables. Donc là aussi, hein, c'est clair qu'il y a une évolution, il y a un changement de mentalité. Donc là, je pense que c'est une des incarnations du processus collaboratif. On voit qu'ensemble, maître d'ouvrage, assistant à maîtrise d'ouvrage et maître d'œuvre, on est quand même bien en train, on va dire, d'analyser et d'accompagner un projet sur la base d'outils uniques, même s'ils sont démultipliés, D'accord. Élie Bouche, moi j'ai envie de dire pour vous, maître d'œuvre, c'est formidable le BIM, parce que du début à la fin, on utilise le même outil, la même maquette, et puis tout ça évolue gentiment. C'est comme ça que ça se passe vraiment, une fois qu'on passe vraiment la deuxième et qu'on commence à lancer un marché? Non. En fait, on peut absolument pas fonctionner sur la même maquette tout au long du projet. Pour preuve, cet échange il y a à peine 15 jours sur les réseaux sociaux entre plusieurs grandes personnalités du BIM, pour ne pas les citer, Vincent Blayenheuft, Nader Boutros, qui sont vraiment des acteurs très vifs et qui répondait à une question d'un des leurs, je vais appeler ça comme ça, sur la nécessité ou non de transformer la maquette d'exécution ou la refaire complètement à blanc. Et sur les 10 qui s'interpellaient, tous étaient en questionnement. Tous étaient vraiment dans ils n'avaient pas la réponse ferme et définitive. Votre avis à vous, c'est quoi sur le sujet? À mon sens. Ou en tout cas, l'expérience que vous avez sur les différents projets. Déjà, on s'adresse entre professionnels avec des outils plus ou moins égaux pour lire la maquette. Et puis après, on envoie des éléments où il faudrait envoyer la maquette complète au maître d'ouvrage. Et alors là, on aurait un gros problème déjà informatique. Déjà, ne serait-ce que pour pouvoir visualiser cette maquette. Et si on devait la réaliser dans sa précision ultime,
elle serait absolument ingérable autrement qu'en ligne, sur une plateforme, la mettre vraiment... voilà, on ne pourrait pas se l'approprier. Elle serait trop lourde. Lors de nos échanges, on a échangé un petit peu aussi sur voilà, la différence entre un pays comme la France et les pays anglo-saxons, dont on entend souvent dire qu'ils sont en avance sur nous, sur le BIM, en termes de culture, de pratique, etc. Comment ils procèdent, eux? Ils utilisent une maquette, globalement, hein, il n'y a pas de schéma type, mais... vous observez, vous, ça comment ils fonctionnent? Ils sont plus avancés sur l'utilisation d'une maquette unique ou pas? Ils sont sans aucun doute beaucoup plus avancés dans la démarche, dans l'aspect collaboratif. Après, réglementairement, il est indéniable que de toute façon, une maquette unique est extrêmement complexe, voire impossible à gérer entre les diverses parties qui travaillent dessus. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je citais l'exemple du bureau d'études structure qui cale sa structure en résistance de matériaux, je n'ai absolument aucun droit d'intervenir dessus, réglementairement et légalement. Donc si cet élément est dans une maquette unique et centrale, elle est susceptible d'être modifiée à l'insu du bureau d'études et sur de très gros projets, comment déceler quelquefois une intervention de cet ordre-là? Même la présence d'un BIM manager peut être faillible, on ne sait jamais. Donc, on ne pourra pas toucher cette maquette de niveau 3 avant longtemps. Pour l'instant, c'est un fantasme. Avant longtemps. D'accord. Julien, quand vous accompagnez en AMO des projets BIM, sur cette étape-là de conception déjà, etc., quelles sont les principales difficultés que vous observez dans les équipes projets et quelles sont finalement pour vous les bonnes pratiques? Est-ce que dans les pays anglo-saxons, par exemple, vous observez des pratiques qui sont selon vous intéressantes pour s'inspirer? Le sujet n'est pas simple, mais au niveau des pays anglo-saxons, sans trop m'avancer, on parle beaucoup des pays anglo-saxons, mais par expérience, parce que j'ai l'opportunité de travailler avec différents pays, mais il n'y a pas que, hein, il y a l'Italie qui est très peu citée, mais ils sont très très en avance. L'Espagne, l'Amérique du Sud, enfin ils ne sont pas les seuls. Alors la particularité des pays anglo-saxons, c'est vrai qu'ils ont écrit beaucoup de référentiels. Le PAS 1192, pour ceux qui connaissent, qui a permis de créer en fait la norme ISO 19650 notamment. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Angleterre, et ça c'est mon avis, c'est qu'effectivement il y a eu des organes gouvernementaux qui se sont appropriés le sujet et qui ont écrit et décrit des méthodes, des processus, etc. Donc les choses étaient très claires. Il y a eu aussi une obligation de mettre en œuvre le BIM sur les ouvrages publics, à partir d'un certain seuil. Ça arrive chez nous, ça, ou pas? Non, ça, je pense que ça n'arrivera jamais. Après, je ne veux pas faire de débat là-dessus, mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a eu une démarche vraiment volontariste et aussi des moyens financiers mis en œuvre par le gouvernement qui sont sans commune mesure avec ceux de la France. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Donc on ne peut pas comparer les deux. Après, il y a aussi des fantasmes. Ce n'est pas tout rose non plus chez eux, parce qu'ils ont des problèmes aussi. On en parle peu, mais c'est la conduite du changement, parce que les gens, ils n'évoluent pas aussi simplement que ça. Donc, effectivement, l'Angleterre et ces pays-là, effectivement, sont assez en avance. Ça, il n'y a pas de débat. Au niveau de la partie maîtrise d'œuvre, en fait, c'est pas simple de répondre parce qu'on a multiples cas de figure. Je dirais qu'effectivement, ça paraît un peu enfoncer des portes ouvertes, mais si effectivement les exigences initiales sont très claires, réfléchies, pensées, ça aide considérablement les acteurs à se projeter, ne serait-ce qu'au moment de répondre à la consultation, de savoir exactement quels sont les attendus de la maîtrise d'ouvrage. Alors aujourd'hui, ça devient quand même un peu la règle. Ça a été longtemps, comme l'a dit Eddie, le projet se fera en BIM, point barre. Et donc du coup, chacun faisait un peu ce qu'il pouvait ou ce qu'il avait compris, sachant que derrière, il y avait une notion d'honoraire quand même. Il y a de l'argent en jeu, il faut le répéter aussi, parce que les gens, voilà. Et maintenant, les exigences sont beaucoup plus claires. On rencontre aussi quelques difficultés, parce que quand on parle de collaboratif, ça ne se limite pas simplement à des échanges de maquettes, mais aussi au respect, on va dire, des autres. Quand je dis respect, c'est que quand je suis architecte, je dois prendre en compte, puisqu'on est sur un modèle de données, effectivement des usages qui peuvent être mis en œuvre par un autre corps de métier, donc discuter ensemble sur la façon dont on peut modéliser la donnée pour l'aider dans son travail, pour éviter ce qu'on entend souvent, qu'en fait on est en ingénierie non pas concurrente mais séquentielle, donc je récupère la maquette d'un tiers, je refais tout parce qu'en fait elle est inexploitable et en fait je refais à chaque fois tout, que je sois en fluide, etc. Donc ça c'est quand même assez dévastateur, je dirais, en termes d'efficacité.
Donc, ce qui veut dire que je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un vrai travail en amont de réflexion et de connivence, je dirais, au niveau de la maîtrise d'œuvre, et pas simplement se dire on a mis une plateforme, donc vous allez collaborer. Non, c'est vraiment de la coopération et de la réflexion collective, avec des objectifs qui soient bien sûr bien décrits. Donc, qu'on va retrouver dans le cahier des charges de manière très précise et qui vont se traduire aussi finalement dans la fameuse convention BIM du projet, c'est ça? Exactement. Tout ça doit être bien cohérent. Ok. Je donne quelques noms d'outils parce que... C'est pas des outils, c'est des processus. Ce sont des processus, des étapes. Voilà. Frédéric Larive, on a pas mal quand même parlé de collaboration. On a, dans l'introduction tout à l'heure, vous évoquiez le fait que le BIM, c'est pas qu'une maquette numérique, c'est pas que des logiciels. Aujourd'hui, dans les métiers d'ingénierie, parce que vous proposez beaucoup de formations, voilà, dans le domaine de l'ingénierie, etc. Dans les formations, ça m'intéresserait de savoir, dans les formations, notamment BIM, que vous voyez passer, que vous proposez, qui sont suivies par les bureaux d'études, les ingénieurs, par les TPE aussi. On peut parler aussi de taille de structure. Ça compte peut-être aussi dans l'accès à la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on reste quand même sur une majorité de formations purement techniques et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Oui, alors actuellement, on reste encore sur une majorité de formations techniques pour diverses raisons, parce que c'est l'entrée de gamme, c'est le premier état. Si on ne maîtrise pas l'outil, c'est difficile d'aller plus loin. Et souvent, c'est aussi, on a l'impression qu'en étant formé sur l'outil, ça va régler tous les problèmes. Non, la formation, alors voilà, je représente la formation, mais non, la formation ne règle pas tous les problèmes. Là, je vois qu'il y a beaucoup de futurs entrants sur le marché du travail et dans le monde du BIM, d'autres choses. Et voilà, on n'est pas tous égaux devant la formation. Il y a un niveau de formation initial qui permet d'avoir un socle. Et ensuite, au fil de sa vie professionnelle, au fil de l'évolution des entreprises, des projets qu'elles ont, elles sont obligées de monter en compétences. Et ce n'est pas toujours évident de définir le besoin. Mais ce qui est vrai dans le BIM est vrai, je pense, dans beaucoup de formations qui sont liées à ce qu'a dit tout à l'heure Julien, de l'accompagnement au changement, qui est certainement ce qui est le plus difficile à appréhender. Parce que déjà, il faut savoir où on veut aller et après comment on y va. Il y a de la formation, mais il n'y a pas que de la formation. Et globalement, sur ce qui se présage dans les années futures, moi j'aurais tendance à dire, alors ça n'engage que moi, mais qu'on va être peut-être sur des formations d'un côté technique très pointu. Voilà, on en parlait à midi. A priori, là-dessus, on est plutôt au rendez-vous, des formations, outils, techniques. Globalement, je pense qu'on est au rendez-vous. On a aussi une nouvelle génération. Voilà, une nouvelle génération. Plus que sur d'autres sujets, peut-être. Une nouvelle génération, peut-être qui a une capacité aussi à s'auto-former. Donc ça peut être intéressant. Et après, on est peut-être plus ponctuellement par étape sur de l'accompagnement. Voilà. Je pense qu'il y a une grande disparité. Les fameuses soft skills dont on a besoin aujourd'hui, les compétences comportementales, c'est-à-dire que on en parle beaucoup. On peut être hyper technicien, mais si on est tous des névrosés, pas partageurs, pas généreux, etc., ça suffit pas. Ça finit pas bien, quoi, en général. Ça finit pas bien. D'accord. Voilà, et puis je pense que ça va évoluer avec le temps. Je crois qu'il y a aussi une grande disparité en fonction des entreprises. Les grandes, les petites, les toutes petites. Julien l'a dit. Et peut-être aussi, parce que la formation c'est bien, mais après il faut pratiquer. Oui. Peut-être que là aussi il y a une problématique pour certaines structures, c'est que du coup, soit elles se forment et comme elles ne pratiquent pas, en fait il faut tout recommencer. Soit elles attendent le dernier moment, l'urgence d'avoir quelque chose à pratiquer pour se former. Et là c'est plus difficile, donc voilà, on galope après. On a parlé, allez-y. Non, c'est bon. On a parlé formation de l'ingénierie. Chez les architectes, etc., la formation, elle est proche du terrain. Elie Bouche, est-ce que c'est différent de ce que vient de décrire Frédéric? En termes de formation, déjà l'ordre des architectes nous oblige à la formation annuellement. On a un quota d'heures. Et moi je suis dans l'équipe du CREPA Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'association qui s'occupe de la formation des architectes de région. Et la grande difficulté, ça fait 3 ans que j'y suis, la grande difficulté, c'est d'arriver à monter une formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire une formation BIM dans laquelle on mettrait un maître d'ouvrage, un bureau d'études, un architecte. Alors quand je dis on est bien d'accord, mais on pourrait mettre une équipe complète et faire, pourquoi pas, un BIM game. Une formation collaborative, c'est ça? Une formation collaborative, encore une fois, mais disons donner envie. Et
non seulement on a beaucoup de mal à monter la formation, mais quand on monte la formation, on a énormément de mal à la remplir. Parce que culturellement, c'est pas dans l'idée du moment encore, peut-être. C'est peut-être trop tôt. Bien dommage d'ailleurs, mais on le vit au quotidien et c'est très compliqué. Et c'est quand même la base même du BIM, c'est-à-dire c'est avant toute chose se mettre dans la même salle. D'accord, merci. Alors, on va aborder le troisième point assez rapidement. Je vais vous faire un tour de table pour qu'on puisse respecter le timing. Et puis, dans quelques secondes, si vous avez des questions, ce sera le moment ici, à Dole ou à distance. Jean-Luc Leguet, l'exploitation maintenance pour vous, c'est-à-dire la troisième étape. Voilà, tout s'est bien passé en définition, tout s'est bien passé en conception, etc. On est allé jusqu'à la réalisation. La réalisation et l'exploitation maintenance, pour vous, qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant que maître d'ouvrage demain? C'est quoi les enjeux que vous y voyez? En quoi le BIM, finalement, y contribue? Alors, une très forte rationalisation, puisqu'aujourd'hui c'est assez erratique. On a un patrimoine qui est énorme, comme je le disais tout à l'heure, avec une diversité de typologies de bâtiments, d'époques de construction, enfin, du monument historique Vauban jusqu'à des bâtiments livrés l'année dernière. Ouais. Des équipements sportifs, des crèches, des gymnases. 600 000 mètres carrés, ouais. C'est ça. Donc, nous, on a un enjeu de rationalisation fort, hein, puisque vous imaginez bien qu'en termes de gros entretiens et renouvellement, c'est très compliqué et les priorités d'une année ne sont pas les priorités de l'année suivante. Donc clairement, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir s'appuyer sur un outil objectif et qui nous permette de faire, on l'évoquait tout à l'heure, de la maintenance préventive et pas que du curatif en mode pompier. Donc ça, c'est une gageure, je dirais, tous les ans. Et donc c'est vrai que je pense qu'aussi, sur un plan des ressources humaines pour les collaborateurs, ça pourrait amener un peu plus de sérénité que un travail systématiquement dans l'urgence avec des chiffrages, avec des entreprises qu'on mobilise. Et ne pas réinventer la roue à chaque fois. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et vous évoquiez aussi très rapidement, mais c'est important, ça me semble intéressant quand on préparait cet échange, c'est aussi cette capacité à travailler ensemble et à faire en sorte que vos partenaires aussi travaillent mieux ensemble. Parce que là aussi, selon vous, il y a des gros gains, des grosses pertes d'énergie, d'efficacité aussi, et puis même de sérénité dans la gestion des projets. C'est ça, le BIM, selon vous, peut aider à ça? Oui, je pense des harmonisations de pratiques, enfin une homogénéisation de traitement, puisque c'est ça que je mets derrière quand je dis réinventer la roue, quoi. D'accord. Oubed Aloui, sur votre projet de système d'information patrimoniale et plus globalement pour vous en tant qu'expert BIM, c'est quoi quelles sont les choses vraiment importantes, fondamentales quand on va passer en phase exploitation-maintenance? Alors là, on est sur un patrimoine qui va être numérisé, on n'est pas sur une construction, une réhabilitation, mais globalement, selon vous, c'est quoi les grands ingrédients et qu'est-ce que vous attendez? Pour nous, selon cette expérience-là, on a deux phases importantes. On aura deux phases importantes. La phase de paramétrage de l'outil, développement des interfaces, transfert des compétences, formation des différents acteurs sur l'outil. Ça fait déjà beaucoup plus que deux, là. Hein. Mais c'est très bien, Non, mais c'est juste la première. Oui. C'est la première. Ah, c'est la première, oui. C'est malin, vous. Et la deuxième phase, c'est la phase de numérisation. Donc, il y aura tout le travail de contrôle qualité des maquettes, de contrôle de la conformité des maquettes. Il faut bien planifier cette étape-là qui est très importante. Il faut penser au flux de travail. Il y a une notion qui est très importante quand on parle de BIM, soit en phase de synthèse, soit en phase d'exécution, conception, en phase de gestion, exploitation, maintenance. Il faut bien penser au flux de travail de mise à jour, au flux de travail d'approbation, de contrôle de maquette, au flux de travail de maintenance. Il faut bien penser à cette phase-là qui est très importante. Pour nous, donc, il y aura cette phase qui est très importante de numérisation. On doit penser aux ressources internes pour pouvoir assurer cette mission de contrôle qualité. On doit aussi se doter des outils nécessaires pour le contrôle qualité des maquettes. Donc on est en train de voir les différents outils qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc on aura besoin d'outils ou de compétences aussi, à vous qui nous regardez là aujourd'hui, qui êtes avec nous. Voilà, besoin de talent. Elie Bouche, pour vous demain, alors, en tant que maître d'œuvre, on a entendu, c'est pas normal que ce soit le maître d'œuvre qui soit obligé de redéfinir des objectifs, etc. Enfin, je résume volontairement, mais pour vous demain, on aura progressé en la matière. Alors surtout, on ira jusqu'à cette phase d'exploitation, maintenance des ouvrages, sereinement, à quelles conditions ? À condition que, à l'initiative du projet, le budget soit pensé.
Parce qu'en fait, on nous donne très souvent, on nous envoie, on nous lance sur des projets avec un budget de construction qui omet complètement le budget de vie et de maintenance. Alors, ne parlons pas de sa fin de vie. Ce qui est très important, c'est que le BIM reste à taille humaine. Il y aura des projets BIM pour des entreprises de très grosses dimensions, et il faut, et je pense, c'est là où la charte BIM doit être très importante, ne pas oublier l'artisanat, qui ne se reconnaît pas encore dans cette façon de faire, mais sans laquelle on ne pourra pas construire complètement. On est sur un territoire où a priori, les compétences et les solutions en termes de BIM sont pas forcément très riches, finalement. Non. Et on est très artisanal, surtout en Bourgogne-Franche-Comté. On est quand même, on a peu de très grosses entreprises et peu de très gros cabinets d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre. On a quand même beaucoup entre guillemets, d'architectes ruraux qui en ont les capacités et à qui on doit laisser le terrain. Et de la même manière pour nos artisans qui ne sont pas très numérisés. Donc, mais qui ont les compétences pour construire. Et c'est pas parce qu'on est passé par le BIM qu'on ne devra pas quand même s'adresser aux artisans pour bien construire. D'accord. Voilà. Et ça c'est essentiel et ça doit venir de la genèse du projet. C'est très important. Julien Mercier, en synthèse de cette table ronde avant les questions-réponses, et alors je vais être hyper exigeant, en synthèse en 1 minute, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart des projets ne passent pas à la phase de la conception, ne vont pas jusqu'à l'exécution et ensuite encore moins vers la réhabilitation maintenance? Qu'est-ce qui bloque le plus? Quels seraient les leviers? En 1 minute, c'est très facile de répondre à cette question, évidemment. Qu'est-ce que vous observez chez vos clients qui est le plus bloquant finalement? Qu'est-ce qui freine le plus? On va dire que le passage de la conception à la réalisation, c'est assez basique aussi, mais il y a multitude de raisons. Mais une des raisons principales et une des vraies inquiétudes côté maîtrise d'ouvrage, c'est effectivement le niveau de maturité des entreprises. Et comme l'a dit Elie, effectivement, il faut trouver un processus BIM qui embarque tous les acteurs. Et des fois, c'est mal pensé. Je donne un exemple tout bête. On ne peut pas demander aujourd'hui à un plâtrier peintre ou à un peintre tout simplement de faire du BIM dans son projet. Le gars il va dire, mais attendez, moi j'achète des pots de peinture, je vous fais la peinture la plus belle du monde, je suis un professionnel du bâtiment, mais vos histoires de BIM, en quoi ça me concerne? Et il y a des méthodes pour le faire. Tout simplement, faire un tableau Excel où on lui demande simplement de mettre le RAL de sa peinture, de structurer sa donnée, à remplir un tableau, et après, il y aura un professionnel qui va le mettre dans la maquette. Donc, il faut se mettre à la portée de tous. Et effectivement, ça, c'est un des freins, parce que voilà, il y a différentes maturités. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que le BIM reste, on l'a dit, répété, collaboratif, tout ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut quand même avant tout, c'est que le projet soit un beau projet réalisé dans les règles de l'art et qu'on ait un bel ouvrage. Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit un frein non plus, il faut que ce soit plus une opportunité qui intègre un maximum de personnes. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit, on pourra peut-être finir là-dessus, que finalement le BIM, c'est un outil au service des cœurs de métier et c'est surtout pas une fin en soi. On ne fait pas du BIM pour faire du BIM, mais on doit faire du BIM pour qu'il serve l'ouvrage. Je veux juste rajouter un truc qui a été dit et qui est très très important, je le dis notamment pour la Besançon communauté, parce que ce que tu disais sur la partie, on parlait tout à l'heure de la charte BIM et le travail qui a été fait avec tous les services. Et en fait, ça, c'est fondamental parce qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage, effectivement, une personne isolée d'un chef de service bâtiment qui va imaginer l'exploitation maintenance, etc. Et on voit que ça touche énormément d'acteurs. Ça va être effectivement les intervenants sur le terrain, ça va être potentiellement les services financiers, etc., etc. Et c'est dès le départ qu'il faut embarquer un maximum de monde en leur expliquant ce que c'est qu'une maquette, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Il y a vraiment un travail, évidemment, il faut que les gens se sentent impliqués et que ça ait du sens. Et une fois que la maquette va arriver, si tout le monde a été impliqué dès le départ, ça va être beaucoup plus accepté. Merci beaucoup à vous. On peut les applaudir pour cette table ronde. C'est pas fini parce que, évidemment, on vous le disait tout à l'heure, et vous aussi qui êtes derrière vos écrans, nous sommes arrivés au temps des questions-réponses. Alors déjà, dans la salle, honneur à ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont pu faire le déplacement. Est-ce que vous avez des questions? On va venir à votre rencontre. Des questions, des remarques, des retours d'expérience également. Pour vous, tout est clair là? C'est OK le BIM? Non? Oui, du coup, j'arrive. Alors, je vous demande juste de vous présenter et puis de poser votre question. D'accord.
Bonjour, moi je m'appelle Enzo Pinto et je viens du lycée Les Mardors à Dijon. Du coup, je voulais juste vous poser une petite question par rapport au BIM. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Est-ce qu'on peut qualifier ça un petit peu d'une fiche technique du bâtiment ou pas du tout? Et deuxième question, vous parlez depuis tout à l'heure d'une maquette. Et je me demande si c'est la maquette que nous, on travaille beaucoup, une maquette, la réalisation 3D de quelque chose à l'échelle plus petite ou c'est autre chose? Je pourrais répondre Oui. à la question. Je vais donner deux définitions. Il y a une définition importante pendant la phase conception-réalisation et une définition pendant la phase gestion. La définition est simple, on dit Building Information Modeling, donc on a le processus de collaboratif. Donc avant, chaque acteur travaille sur son plan. Là, donc, on a une maquette centralisée, partagée entre les différents acteurs. Après, il y a la deuxième définition. Numérique, une maquette numérique. Une maquette numérique, vraiment, tout à fait. voilà. Tout à fait. Après, on a la deuxième définition aussi concernant la partie management, donc la gestion du projet à travers une maquette numérique. Et puis, la troisième partie aussi, la maquette elle-même, c'est une représentation tridimensionnelle du bâtiment avec des informations alphanumériques associées aux éléments modélisés. Après, quand on parle de la phase gestion, exploitation, maintenance, c'est un peu différent. Donc, on parle plus d'une maquette numérique, on parle d'une base de données. On a toujours les mêmes définitions, Building Information Modeling, le mode de travail collaboratif, mais là, c'est pas une maquette partagée, c'est une base de données. On parle aussi de management, mais on parle plus de profil BIM manager, on parle d'un data manager, la personne qui va gérer les données alphanumériques. Et après, quand on parle de modèle, la maquette numérique, on parle de référentiel alphanumérique, donc le référentiel patrimonial. C'est la représentation du bâtiment avec toutes les informations nécessaires pour la phase exploitation-maintenance. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est un premier niveau de réponse. Et après, vous verrez, avec les retours d'expérience qu'il y aura en deuxième partie, ça va rendre les choses un peu plus concrètes. On va entrer dans des outils, on va les explorer un petit peu. Hein, mais voilà, premier niveau de réponse. En tout cas, restez jusqu'au bout. Autre question, autre remarque. Retour d'expérience aussi, hein, les professionnels dans la salle, si vous avez envie de réagir, rebondir sur des choses qui ont été dites, allez-y. Oui ? Bonjour, donc je m'appelle Maud Lemaître, je viens du lycée Les Mardors et ma question elle est qu'est-ce qui pourrait tout simplement évoluer donc au niveau du BIM, qu'est-ce qui pourrait donner à la France de rivaliser donc avec les autres pays? Vous avez parlé de l'Angleterre, que l'État anglais finance et aide à financer au niveau du BIM. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment donner un plus, un boost au BIM français pour qu'on puisse rivaliser donc avec les autres pays? Alors, question, on veut des moyens, quoi. Hein, on veut bien y aller au BIM, mais on veut des moyens. La question est très intéressante, mais franchement, déjà, il y a un premier point, c'est qu'effectivement, le BIM français, faut pas non plus s'autoflageller. On est très bon en France. Il faut savoir qu'il y a les grands groupes internationaux, Vinci, Bouygues, etc., qui s'exportent dans différents pays et qui ont une très bonne maîtrise du sujet. Eiffage aussi, je suis un ancien d'Eiffage, donc il faut que je les cite. Voilà, donc ils savent très bien faire. Après, en France, je dirais qu'on a un BIM qui nous ressemble. Hein. Il avance à la vitesse qui nous convient. Il y a les organisations professionnelles dans la Fédération Sinov, on œuvre sur ces sujets-là. Mais la particularité de la France, et je dis, c'est pas négatif, on est comme ça. La première, c'est qu'il faut savoir que les pays anglo-saxons ont une logique de conception-réalisation. C'est-à-dire que concrètement, l'architecte, quand il y a une réponse sur un projet, il y a le bureau d'études, l'architecte et l'entreprise qui réalise les travaux qui font partie de la même équipe. Donc ça simplifie considérablement les interfaces et la gestion de projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ensuite, on a une autre particularité en France, qui n'est pas le cas par exemple de l'Allemagne, c'est qu'on a énormément, ça a été dit au départ, de toutes petites structures, TPE, PME. Petit cabinet d'architecture, petit bureau d'études, etc. Donc plus de 90% en fait, des entreprises en France ont moins de 10 salariés. Donc ça rend plus difficile, je dirais, l'appropriation et ce modèle collectif. Mais c'est aussi quelque part une force, parce que je pense qu'effectivement, cette multitude d'entreprises petites, c'est aussi une richesse. Donc je dirais qu'il ne faut pas chercher forcément, pour répondre à ta question,
à être comme les autres ou à rivaliser avec les autres. Si on prend Singapour notamment, qui est un des pays en pointe, mais qui est beaucoup plus petit et qui a des moyens différents et qui construit des projets neufs gigantesques, on n'a pas, à mon avis, vocation à faire la même chose qu'eux. Non, simplement, je pense qu'il faut qu'en France, on arrive effectivement à avoir une certaine homogénéité. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est globalement, c'est qu'il y a des gens qui avancent très vite, parce qu'ils ont les moyens de le faire et tout ça, et d'autres qui n'arrivent pas à en tirer tous les bénéfices. Voilà, c'est éviter de créer une rupture, c'est que les gens arrivent à travailler tous ensemble, et le fait qu'on soit peut-être moins bon, et ça ne veut pas dire grand-chose que les Anglais ou d'autres, ça n'a pas d'importance. Je dis surtout, c'est qu'effectivement, on travaille bien ensemble. Parce qu'un maître d'ouvrage, en fait, ou un projet, ce qui est de plus difficile, si vous avez quelqu'un qui est très bon, et quelqu'un qui est moins bon, et ben en fait, ça casse aussi le rythme. C'est-à-dire qu'on a une maquette qui est très bien faite d'un côté, et je disais quelqu'un qui n'est pas capable de la faire, et ben des fois le projet va s'arrêter parce qu'il y a 2-3 entreprises qui ne savent pas faire. L'idée, c'est que tout le monde arrive à un certain niveau, et il sera ce qu'il sera, mais que tout le monde arrive à travailler ensemble. Et effectivement, on n'est pas dans une logique de compétition. Peut-être, moi j'ai envie de reprendre la même question, mais de la ramener à quelque chose d'encore plus proche de nous. Qu'est-ce qui fera que demain, le BIM sera plus performant sur les territoires? Ici, on évoquait un petit peu en préparant que vous êtes sur un territoire qui a besoin, qui n'est peut-être pas doté comme d'autres en matière de compétences BIM, de formation peut-être BIM, d'entreprise. De quoi vous avez besoin, Grand Besançon Métropole, le Doubs, le Bourgogne-Franche-Comté globalement, selon vous, en 2 mots? D'abord, Jean-Luc Leguet. Je pense, moi, que la clé de voûte, elle est aussi au niveau des entreprises. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, moi, c'est ma vision, mais je sens quand même que le sujet, il commence à être très approprié. Mais après, au niveau des toutes petites entreprises, tout à l'heure, on parlait des artisans, c'est vraiment une réalité de terrain, quoi. Donc, là, comment est-ce que, avec un petit serrurier, un petit électricien, comment est-ce qu'on lui met le pied à l'étrier et comment est-ce qu'on l'accompagne, quoi, dans cette transition? Obed Aloui. Surtout avoir un système coopératif, c'est-à-dire avoir des systèmes permettant d'échanger des informations, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème de montée en compétences. Donc il y a des acteurs qui ne maîtrisent pas parfaitement le sujet. Donc aujourd'hui, c'est l'une des problématiques ou l'un des freins au développement du BIM. Après, quand on parle des autres pays, il y a un point important quand on parle d'exploitation-maintenance, c'est aussi le langage commun. Aujourd'hui, on n'a pas ce langage commun, on n'a pas ce référentiel comme les autres pays. On parle des systèmes de classification omniclasse ou uniclasse. Aujourd'hui, on n'a pas ce langage-là, donc on doit créer notre propre système de codification pour avoir ce langage commun, mais ça reste pas, c'est pas une solution pour l'ensemble des acteurs, parce que c'est pas un langage commun. Et pas forcément non plus accessible, parce qu'on a eu beau faire tous les efforts qu'on voulait entre nous tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore beaucoup de termes, de jargon, entre guillemets, qui ont peut-être un petit peu pas facilité la compréhension du sujet, mais bon, on avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions en ligne? On me fait signe? Non, pas de questions en ligne? Des réactions, des questions? Moi, j'ai envie de faire un sondage. Qui utilise, ou a déjà utilisé, ou sait ce que c'est une maquette numérique? Levez la main. Et plus les jeunes que les autres. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bravo. Je pense que... voilà, merci encore pour ces échanges intéressants.